En finance, tout est question de rapidité et de justesse de raisonnement. Après avoir posé les bases des marchés, aujourd'hui on s'attaque à ce qui fait vraiment la différence, l'agilité d'esprit. C'est la compétence qu'on va tester en entretien et celle qui sert, tous les jours sur le terrain. Alors allons-y. Quand on passe un entretien en finance, on peut croire que c'est un test de connaissances. Mais la vraie question, celle que l'interlocuteur se pose, c'est comment cette personne réagit-elle sous pression ? Le but du jeu, c'est de voir si on est capable de structurer sa pensée, là tout de suite, face à un problème qu'on n'a jamais vu avant. Et c'est ça le point absolument crucial. Ce n'est pas une interro surprise sur ce qu'on sait par cœur. Non, c'est un test d'agilité mentale. Ce qu'on veut voir, c'est la structure du raisonnement. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est rapide? C'est vraiment cette compétence-là qui va faire toute la différence. Alors, pour décortiquer tout ça, voici le programme. On va d'abord se pencher sur le calcul mental et ses astuces. Ensuite, on passera au concept de quanti et de probabilité. Après ça, place à la logique avec des énigmes et des brain teasers. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour former une véritable boîte à outils mentale. Allez, on attaque avec la première partie, le calcul mental. Et attention, le but, ce n'est pas de calculer des trucs hyper compliqués de tête, pas du tout. L'idée, c'est de montrer qu'on a un bon sens des nombres, qu'on est malin et capable de trouver des raccourcis. Bon, pour se mettre en jambe, une petite question. De tête, là, 55 x 45, ça fait combien ? Alors là, le premier réflexe, le piège, ce serait de vouloir poser la multiplication ou pire, de chercher une calculatrice. Mais non, l'interlocuteur, ce qui l'attend, c'est une astuce, une petite étincelle. Et cette astuce, la voilà. Il faut reconnaître une identité remarquable, le fameux A plus B, A moins B. Parce que 55, c'est tout simplement 50 plus 5. Et 45, c'est 50 moins 5. Donc on se retrouve avec A carré moins B carré. Ça donne 50 au carré, 2500, moins 5 au carré, 25. Résultat final, 2475. Simple, efficace et plutôt élégant, non ? Allez, on continue avec un autre grand classique, les pourcentages. Imaginez, un produit coûte 100 €. Son prix augmente de 10%. Puis, juste après, il baisse de 10%. Question, quel est son prix final ? Là encore, attention au piège de l'intuition. On se dit, plus 10, moins 10, ça s'annule, non ? Donc le prix revient 100 €. Eh bien, non. C'est un peu plus subtil que ça. Regardons le calcul de plus près. On part de 100 €. On ajoute 10%. Ça nous fait 110 €. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, on baisse de 10%. Et c'est là que ça se joue. On baisse de 10% de 110 €, pas de 100. Donc on retire 11 €, pas 10. Et 110 moins 11, ça fait 99 €. La base de calcul a changé. Et ça change absolument tout. Ok, on monte un peu le niveau maintenant avec une question un peu plus Kant. Imaginez un actif qui bouge de plus ou moins 1% chaque jour. C'est sa volatilité journalière. La question est, quelle est sa volatilité annualisée ? Alors pour répondre à ça, il faut connaître un concept absolument fondamental en finance. La volatilité ne varie pas de façon linéaire avec le temps. Non, elle évolue avec la racine carrée du temps. C'est la fameuse règle de la racine de t. En gros, ça veut dire que les variations de prix sont aléatoires, elles ne s'additionnent pas bêtement jour après jour. Bon, comment on calcule ça en pratique ? On part de notre 1% par jour. On doit multiplier ça par la racine carrée du nombre de jours de trading dans une année. Attention, pas 365, mais plutôt 252. Alors, la racine carrée de 252 de tête, c'est pas évident, mais on peut être malin. 252, c'est très très proche de 256. Et la racine de 256, ça, c'est facile, c'est 16. Donc on fait une petite approximation, 1% x 16, et voilà, on obtient une volatilité annualisée d'environ 16%. Voilà pour le calcul mental. Passons maintenant à notre deuxième grande partie, les concepts quantitatifs et les probabilités. C'est logique, parce que la finance, au fond, c'est l'art de gérer l'incertain. Et le langage de l'incertain, ce sont les probas. Une question qui revient souvent pour tester l'intuition, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut expliquer simplement, avec des mots de tous les jours, ce qu'est la méthode de Monte-Carlo ? Et pour ça, l'analogie du lac est absolument géniale. Imaginez un lac avec une forme super bizarre, impossible à mesurer. L'astuce, on dessine un grand carré tout autour et on se met à lancer des millions de fléchettes au hasard à l'intérieur de ce carré. À la fin, il suffit de compter la proportion de fléchettes qui sont tombées dans le lac. Ce ratio, multiplié par la surface du carré, nous donne la surface du lac. Eh bien, en finance, c'est exactement la même idée. Pour connaître le prix d'une option complexe, on va simuler des millions de trajectoires possibles pour le prix de l'action. Et la moyenne de tous les résultats de l'option va nous donner son juste prix. C'est tout simplement la loi des grands nombres au travail. Ok, revenons à un concept plus fondamental. L'espérance de gain, ou la valeur attendue. Si on lance un dé normal, à 6 faces, quelle est la valeur qu'on peut s'attendre à obtenir en moyenne ?
Le calcul de l'espérance, c'est la moyenne de tous les résultats possibles, mais pondérés par leur chance d'arriver. Ici, chaque face du dé a une chance sur 6 de sortir. Donc on fait 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, et ainsi de suite jusqu'à 6. Au total, ça nous donne 21 divisé par 6, soit 3,5. Évidemment, on ne peut pas faire 3,5 avec un dé, mais l'idée c'est que si on lançait ce dé des millions et des millions de fois, le score moyen de tous nos lancers se rapprocherait de 3,5. On attaque maintenant à la troisième partie et on change un peu de registre. On va parler de logique et d'énigmes, les fameux brain teasers. Là, on oublie le contexte financier, la connaissance technique ne sert plus à rien, la seule chose qui compte, c'est la structure du raisonnement. Comme on dit, le chemin est bien plus important que la destination. Alors, voici une énigme ultra célèbre. Une batte de baseball et une balle coûtent ensemble 1,10 €, sachant que la batte coûte exactement 1 € de plus que la balle. La question est, combien coûte la balle? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est 10 centimes. C'est normal, c'est une réponse automatique, instinctive. C'est le piège. Parce que, réfléchissons 2 secondes, si la balle coûte 10 centimes et que la batte coûte 1 € de plus, alors la batte coûterait 1,10 €. Et le total serait de 1,20 €, ce qui n'est pas bon. Il faut donc se forcer à ralentir, à réfléchir pour trouver la bonne réponse. La solution en fait est assez simple si on pose une petite équation. On a batte plus balle égale 1,010 et on sait aussi que batte égale balle plus 1. Si on remplace batte dans la première équation, ça donne balle plus 1 plus balle égale 1,010. Autrement dit, 2 fois le prix de la balle plus 1 € égale 1,010. On résout ça et on trouve que la balle coûte 0,05 €, soit 5 centimes. Et donc la batte coûte 1 € et 5 centimes. Et là, le compte est bon. 1,05 plus 0,05, ça fait bien 1,010. Allez, une dernière énigme de logique pour la route. C'est un puzzle de processus. On a 2 cruches, une de 5 litres et une de 3 litres. Il n'y a aucune graduation dessus. Comment fait-on pour mesurer exactement 4 litres d'eau? Alors il faut procéder par étapes. Première étape, on remplit la cruche de 5 litres à ras-bord. Ensuite, on verse le contenu de la grande dans la petite jusqu'à ce que la petite soit pleine. Il nous reste donc 2 litres dans la grande cruche. Maintenant, on vide complètement la cruche de 3 litres. Puis on verse les 2 litres qu'on avait de côté dans cette cruche de 3 litres vide. On remplit à nouveau la cruche de 5 litres jusqu'en haut. Et pour la dernière étape, on prend cette grande cruche pleine et on verse juste assez d'eau pour compléter la petite qui contient déjà 2 litres. On va donc verser 1 litre. Et ce qui restera dans la grande cruche sera 5 moins 1, 4 litres. Et voilà. Voilà, on arrive à la conclusion. Tous ces petits exercices, que ce soit le calcul mental, les probas ou la logique, forment au final une véritable boîte à outils pour l'esprit. Et le point le plus important à retenir, c'est que ces compétences ne sont pas juste des trucs pour passer un test. Ce sont les mêmes compétences qui servent au quotidien tout au long d'une carrière en finance. Cette phrase résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. Évidemment, il faut trouver la bonne réponse, c'est mieux. Mais ce qui est vraiment évalué, ce n'est pas tant le résultat final que la manière d'y arriver. La structure du raisonnement, la clarté de l'explication et surtout la capacité à déjouer les pièges de l'intuition. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question ouverte. Quel est le prochain problème complexe qui attend d'être résolu? Non pas par un coup de génie ou par intuition, mais simplement en appliquant une méthode, une structure et un raisonnement clair.